Bonsoir à tout le monde. Donc oui, c'est la troisième conférence du cycle sur la résilience des territoires. Donc on va surtout évoquer l'aspect autonomie, sécurité alimentaire et puis incidence sociale, mais tout ça à travers un peu une synthèse des trois conférences. Voilà, donc au début, on a la première conférence, on a parlé des forêts, on a parlé de l'eau, les liens entre forêt, eau et climat. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Très souvent, on parle, lorsqu'on parle climat, on parle océan, mais on a oublié une chose, c'est que la forêt est au moins aussi importante que l'océan. Voilà. Il y a une notion scientifique qui est le phénomène de pompe biotique, qui est effectivement basée sur la forêt. Cette forêt, elle aspire les nuages, elle les crée également. Donc c'est quelque chose de vraiment essentiel. C'est, on peut dire, avec le sol, la base, le socle de notre terre. Voilà, ensuite, il y a cette relation, la présence du bocage. Ça, c'est un élément aussi qui est tout à fait essentiel, qui va intervenir sur la qualité des sols, qui va intervenir aussi sur toute l'hydrologie et le climat également. Voilà, ensuite, on a abordé l'aspect biodiversité des sols avec les problématiques de stockage de l'eau dans le sol. La valeur nutritionnelle des aliments aussi. Cette valeur nutritionnelle dépend directement de l'état des sols et des variétés que l'on va utiliser et des techniques agraires. Voilà. Ensuite, il y a ce problème de durabilité des productions avec des techniques aujourd'hui qui ne sont pas forcément adaptées, qui considèrent le sol comme un simple support. Voilà, et qui font que, on arrive quand même au bout du système. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les 10 ans, on perd à peu près 4% de productivité en grande culture. Ce n'est pas négligeable. Voilà, et puis il y a ces interdépendances également entre l'élevage et l'agriculture. L'élevage sur prairie, je m'entends bien, a une incidence directe sur le stockage carbone. Qui est tout à fait intéressant, contrairement à ce que certains disent. Si on prend l'élevage industriel, effectivement, il y a un problème de dégagement CO2, mais dans le cas d'un élevage herbagé, d'un vrai élevage, je dirais tout simplement, le bilan carbone, au contraire, est positif. Voilà, et puis enfin il y a cette diversité nutritionnelle dont on a parlé assez rapidement, avec un effet quand même conséquent, c'est le renforcement du système immunitaire, à une condition, c'est que les pesticides soient mis de côté, bien sûr. Voilà, donc pourquoi ce rôle est fondamental? Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est une publication scientifique qui date de quelques mois, tout simplement. Il y a une étude qui a été menée sur l'effondrement de la biodiversité au Trias. C'est à peu près 250 millions d'années, mais c'est un exemple intéressant. Et c'était suite à des éruptions volcaniques en Sibérie. Voilà, et donc la Terre est restée en mode, comme on dit, super serre, c'est-à-dire extrêmement chaude, et elle est restée ainsi pendant plus de 5 millions d'années, ce qui est tout à fait anormal. Donc il y a eu tout un travail de fait sur les fossiles, et la raison, elle était très simple, pas de végétaux pour absorber le CO2, tout simplement. Voilà, c'est dire quelle est l'importance de cette végétation, qu'elle soit forestière ou autre d'ailleurs, sur le cycle du CO2. Voilà, donc cette faible productivité végétale, elle a aussi induit un problème au niveau de la dégradation de la roche, et en particulier des silicates. Et ce processus, ce mécanisme-là, il est tout à fait déterminant dans le stockage du CO2, justement. Voilà, donc c'est toute une approche, certes ancienne, mais tout à fait intéressante. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les végétaux de culture, qui sont des végétaux à cycle très temporaire,
n'ont pas du tout cet effet de stockage CO2 et de régulation climatique. Voilà. Alors ensuite, l'adaptation et l'aménagement de l'espace rural, finalement, les conclusions que l'on fait, c'est restaurer l'espace forestier, déjà, hein, c'est-à-dire lui donner une réalité fonctionnelle, pas seulement de production de bois. Voilà, pour bénéficier d'une part de la régulation hydrologique, mais aussi de la régulation du phénomène de tampon climatique. Hein. Alors, une forêt locale ne va pas intervenir sur le changement climatique global, mais va limiter les effets à l'échelle du local. Voilà. Et puis ensuite, la restauration des sols, ça c'est quelque chose qui est évident aujourd'hui. Hein. On a 50% des sols agricoles qui sont dégradés aujourd'hui, 10% en situation critique, hein, je parle de la France uniquement là. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, alors pourquoi? Parce qu'on va aller donc vers des sols vivants, vers une véritable résistance végétale, et puis surtout une qualité des aliments qui sera beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus riche, et donc beaucoup plus nutritive. Voilà, enfin, ces deux éléments vont permettre de réduire d'une part l'érosion, mais aussi les risques d'inondation en aval, puisqu'on a cette régulation hydrologique. Voilà, alors quels aménagements? Finalement, on revient à ce que nos anciens faisaient, tout simplement. Hein. Ils avaient construit sur plusieurs dizaines de siècles, hein, ils avaient construit un système rural qui était extrêmement performant, malgré tout, bien qu'on dise souvent le contraire, avec des variétés aussi qui avaient des capacités tout à fait intéressantes, supérieures à nos variétés modernes, on va le voir. Voilà, donc au niveau de la forêt, il faut évoluer vers des modes de forêt diversifiés, hein, à couvert continu, c'est-à-dire respecter la diversité naturelle, respecter l'architecture forestière également, hein, de façon à aller vers ces fameux 80% d'eau qui tournent en circuit fermé à l'intérieur de la forêt. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Hein. Au niveau du bocage, donc il y a un maillage qui est à respecter. Les études de l'INRA ont montré que des parcelles entre 5 et 15 hectares étaient extrêmement efficaces, avec une augmentation des bénéfices pour l'agriculteur qui est de 16% quand même, c'est pas rien. Voilà, et puis une amélioration de la productivité qui est tout à fait conséquente. Voilà, les conséquences au niveau hydrologique, c'est ralentissement des eaux pluviales, du phénomène de ruissellement en particulier, hein, et puis assurer une pénétration de l'eau dans le sol qui sera beaucoup plus efficace avec ce système-là, forêt, bocage, sol vivant. Voilà, les conséquences sur la résilience, c'est un meilleur équilibre hydrologique, un stockage de l'eau dans le sol, mais aussi dans les nappes, hein, une réduction des effets météorologiques. Hein, quand on dit effets météorologiques, on pense tempête, canicule, etc., hein, pluviométrie excessive. On l'a vu ces derniers jours sur certains endroits du territoire, hein, dont à Maisonnay en particulier. 43 mm en 15 minutes, ça fait 160 mm de pluie à l'heure. C'est énorme. Et je dirais même impressionnant. Hein. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent et qui sont compensées par ces phénomènes-là. Voilà, et puis ensuite, on a une diminution des risques sanitaires et météorologiques au niveau de la production. Hein, ça, c'est important. Une amélioration des conditions de santé humaine, puisqu'on se retrouve quand même avec un espace forestier, un vrai espace forestier, avec un bocage, donc un paysage qui est diversifié. Et on sait que cet effet paysager sur la santé humaine, d'une part sur le système immunitaire, mais aussi sur la psychologie humaine, hein, qui est tout à fait déterminante. Voilà. Plus votre paysage sera pauvre, ouvert,
et plus il y aura de problématiques de l'ordre psychologique et de problématiques au niveau du système immunitaire. Donc une fragilité. Voilà. Ensuite, bon, il y a cet effet paysage, mais il y a aussi cet effet réduction des pesticides. Hein. Là aussi, c'est un problème. Pour l'instant, on ne va pas dans le bon sens. Vous avez dû entendre parler d'une certaine loi du plomb. Hein. Elle n'a rien dans l'aile, malheureusement. Voilà. Alors, les conséquences pour le forestier, c'est une diversification au niveau des productions, déjà. Faut-il qu'il y ait encore les filières, mais il y a des choses qui bougent. Aujourd'hui, il y a une filière qui se met en place pour le bouleau, par exemple. Alors qu'avant, le bouleau, la première chose qu'on faisait, on mettait un coup de tronçonneuse dedans. Hein. Voilà, il y a un étalement des revenus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans un système de forêt diversifiée à couvert continu, au lieu de faire un prélèvement tous les 30 ou 60 ans, eh bien, on va prélever quelques arbres à l'hectare par an. Alors c'est variable selon les espèces. Si on prend le pin maritime, on va prélever à peu près 8 arbres par hectare et par an. Et ça donne un vrai revenu au forestier. Hein. Il n'a pas à attendre 30 ans pour disposer de son argent. Voilà, une productivité qui est 2 à 3 fois supérieure, une qualité des bois aussi bien en résistance mécanique qu'en stabilité mécanique, qui est très supérieure aussi, hein. Moins de mortalité, et puis beaucoup moins de problèmes sanitaires également. Si on est dans une forêt bien structurée, eh bien, on a un phénomène de résilience grâce à ces fameux 80% d'eau qui tournent en circuit fermé, hein, et qui font qu'en cas de sécheresse, il va y avoir un effet tampon et la forêt va résister de façon beaucoup plus efficace. Pour l'agriculteur, à partir du moment où on est sur sol vivant, avec des haies de bordure, éventuellement en agroforesterie, il y a une réduction des charges qui est énorme, aussi bien au niveau des engrais qu'au niveau pesticides. Il y a une meilleure qualité des produits, c'est indiscutable. Voilà. Et puis les haies peuvent également fournir un revenu complémentaire qui n'est pas négligeable. Donc on arrive au total pour l'agriculteur, dans un contexte comme celui-là, à peu près une augmentation de 16% de son bénéfice. Je ne parle pas du chiffre d'affaires, je parle du bénéfice. Hein. Pour la population, c'est régulation de la ressource en eau déjà. Hein. C'est l'effet tampon au niveau climatique qui n'est pas négligeable. Et puis il y a la situation sanitaire que je viens d'évoquer, avec cet effet paysage en particulier. Voilà, en aval, du bassin versant, c'est réduction de l'envasement dans les estuaires, c'est meilleure productivité ostréicole. Il y a cette notion de mortalité des huîtres que tout le monde a entendu parler, qui dépend directement de la surface forestière du bassin versant. Voilà, et puis il y a une réduction des risques d'inondation. Hein. Si on pose la question aux gens de Saintonge, ils savent ce que c'est, hein, à Saintes en particulier. Voilà, alors bon, pour certains, mais là on régresse, on va en marche arrière. Pas du tout. En fait, on reprend des expériences que l'on modernise. Il n'est pas question, au contraire, il y a des choses dans le progrès qui sont tout à fait intéressantes et qui méritent d'être prises en compte. Voilà. Alors dans ce cadre-là, au niveau des variétés anciennes, revenir à ces variétés anciennes, c'est au contraire tout à fait intéressant. D'ailleurs, le potentiel, il est très nettement supérieur au potentiel qu'ont ces variétés modernes. Déjà, elles n'ont pas la fragilité. Et on constate, pour le blé en particulier, en culture de blé jardiné, on arrive à des résultats de rendement qui sont entre 80 et 160 quintaux à l'hectare avec des variétés anciennes. Voilà, donc ça veut dire que le potentiel de ces variétés, il n'est pas du tout ce que l'on a dit, il est bien supérieur, au contraire, à nos 70 quintaux avec les variétés actuelles. Donc il y a toute cette approche qui mérite d'être prise en compte. Voilà, la réintroduction du bocage, c'est quelque chose qui va répondre en particulier à un besoin en apports minéraux. J'ai parlé la dernière fois de potasse et de phosphate, hein, et là c'est quelque chose de vraiment très important. Voilà,
ce que l'on peut dire également, c'est que ce système économique-là fonctionnera beaucoup mieux, sera beaucoup plus régulier dans son apport que le système actuel. Alors au niveau des productions et qualités nutritionnelles, on a vu, tout cela dépend de l'état des sols, de la biodiversité du sol, direct, en particulier du système des populations bactériennes, les variétés utilisées, ces variétés anciennes justement, ou variétés population, on ne va pas les laisser anciennes, on peut aussi les faire évoluer de façon raisonnable, et ces variétés-là vont permettre d'avoir une qualité nutritive qui sera bien supérieure. Voilà, il y a un effet technique culturel également. La teneur en eau. Alors la teneur en eau, tout va dépendre beaucoup des techniques culturelles. À partir du moment où il y a une irrigation forte, lorsque vous achetez les carottes des Landes, je suis désolé, mais vous allez acheter des kilos d'eau, et non pas des kilos de matière sèche, de matière nutritive. C'est bien là la nuance. Voilà, et puis au niveau des éléments nutritionnels, des oligo-éléments en particulier, des acides aminés, là on va se retrouver avec une diversité qui sera très nettement supérieure, et donc on aura au niveau de notre système interne, on aura une efficacité qui sera d'autant plus grande, en particulier au niveau du système immunitaire. Voilà, alors, alimentation, solidarité, les actions, les stratégies. D'abord un constat, tout simplement. 60% de nos besoins alimentaires, ils sont importés. Ils sont importés principalement d'Espagne, ils sont importés du Maroc, d'Italie un peu, d'Allemagne, de Belgique, de Hollande. Mais si on prend la majorité de cette importation, elle est quand même espagnole. Et là, on est sur un système hydrologique. L'eau est prélevée sur des nappes fossiles, c'est-à-dire qu'il ne se recharge pas, qu'il ne se renouvelle pas. Il doit rester à peu près 20% de la capacité des nappes. On fait quoi après? Voilà. Donc l'importance de réfléchir sur une idée de production autonome à ce niveau-là. Il y a donc un déficit de quantité, mais il y a aussi un déficit de qualité. C'est quand même de la grosse cavalerie. Ce sont des légumes avec une quantité d'eau qui est importante, là aussi. Voilà, donc ça, il y a toute cette réflexion qui est amenée sur ce plan-là. Ensuite, il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est qu'aujourd'hui, notre alimentation, notre approvisionnement, il vient d'où? Il vient des grandes surfaces principalement. Et ces grandes surfaces, elles proposent quoi? Elles proposent justement des éléments nutritifs qui ne sont pas les meilleurs. Voilà, après on a 5% de la population qui va au marché, c'est déjà un peu mieux, et seulement 3% chez le producteur. Et c'est là où il y a des choses à changer, principalement. Voilà, il y a aussi une dépendance liée à l'importation, mais il y a aussi une dépendance qui est liée à l'importation des engrais et des variétés. Nos variétés modernes, elles sont brevetées. Ce ne sont pas pour la plupart des brevets français, ce sont des brevets américains et autres. Voilà, donc il y a une dépendance à ce niveau-là. Il y a également une dépendance au niveau des pesticides, qui n'est pas négligeable. Tous les pesticides ne sont pas produits en France, loin de là. Donc là, c'est une fragilité supplémentaire. Voilà, alors au niveau de l'autosuffisance, souvent on nous dit, oui, mais il n'y a aucun problème, la région Limousin, la région Charente-Limousine, on produit suffisamment pour nourrir localement. Ben oui, mais pas tout à fait. Si on regarde un peu l'exemple de Maisonnay, je me suis amusé à faire à peu près l'évaluation de tout ça. Eh bien oui, si on veut manger de la viande et que de la viande, il n'y a pas de souci. On peut. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour tout le reste, la bande rouge, c'est tout simplement le déficit
aliment par aliment. Hein. Au niveau du lait, bon, ok, ça fonctionne aussi. Tout reste à voir quel lait. Hein. Il y a une question de qualité aussi qui intervient. Voilà, donc là, en fait, globalement, on est dans une situation déficitaire qui est au moins égale à la moyenne nationale. Hein. Alors, au niveau des solutions, on a les solutions existent aujourd'hui. Les techniques agraires, la gestion des sols, la gestion de l'eau, ce sont des choses que l'on peut maîtriser techniquement, sous condition, bien sûr, que l'on ait un aménagement du territoire, un aménagement du système agricole dans son ensemble qui soit efficace et qui soit basé effectivement sur un minimum de 30% de couverture boisée et le reste en bocage, qu'il soit agraire ou pastoral. Voilà. Ensuite, ça veut dire aller vers l'autonomie, ça veut dire aussi installer des jeunes pour compenser ce déficit dont on a vu là. Et cette installation, elle dépend de la disponibilité foncière. Et là, c'est pas gagné. C'est pas gagné. On a eu l'exemple à Roussines il y a 2 ans, où avec le maire, on s'est dit, tiens, il y a une ferme à vendre, 90 hectares, c'est super, on va faire une ferme collective, à l'image de la ferme de la Tournerie, pour ceux qui connaissent. Et oui, tout le monde était d'accord. Le Seine achetait les parties humides, Terre de Liens s'engageait sur les parties les plus productives, Lupiquetao s'engageait à cette époque-là sur la surface forestière de la ferme. La SAFER a dit « Ok, on bloque la vente pendant 1 an avec l'accord du propriétaire, bien sûr. » Tout était prêt, tout fonctionnait bien. Le temps de trouver les différents jeunes agriculteurs à installer. C'était au mois de mai. Et puis au mois de juillet, pendant les vacances, très discrètement, il y a eu un appel d'offres, par hasard. Et en 15 jours, la ferme était vendue. Voilà, merci la SAFER. Vendu à qui? Comment? Vendu à qui? Qui est-ce qui a racheté? Un privé. Et un agriculteur déjà en place? Non. Un agriculteur qui est arrivé je ne sais plus, du Sénégal, je crois. Voilà, bon, c'est pour dire que tout le monde ne joue pas ce jeu, hein, c'est dommage. Voilà, ensuite il y a des obstacles culturels aussi. Hein, une ferme, on la transmet de père en fils, on la transmet à un fils d'agriculteur, ou on la transmet à un gros qui est déjà bien installé. Voilà. Donc il y a tous ces obstacles-là sur lesquels il faut pouvoir intervenir, sachant que ce n'est pas non plus dans l'esprit du système agro-industriel actuel. Voilà, donc ce qui manque, finalement, c'est cette agriculture nourricière, tout simplement, hein, principalement l'agriculture maraîchère, mais aussi des productions animales dignes de ce nom, hein, c'est-à-dire des élevages herbagers. Alors il y a deux labels actuellement, hein, élevage herbager uniquement sur prairie, naturelle. Ça, c'est développé de façon importante sur l'Auvergne, Cantal, Puy-de-Dôme, etc. Ça fonctionne très bien. J'ai rencontré il y a très peu, il y a à peu près 15 jours, un éleveur qui travaille avec Salers et la race ferrandaise, sans aucun apport alimentaire extérieur. C'est uniquement herbe et foin, et avec un résultat magnifique. Voilà, donc il y a des choses possibles qui existent. Hein. La priorité des priorités, ce n'est pas de lutter contre la consommation de viande, c'est de lutter contre l'élevage industriel, tout simplement. Voilà. Quand on sera à ce stade-là, on pourra déjà regarder les choses autrement. Au niveau des productions végétales, il y a une possibilité de produire ses propres variétés sur la base des variétés anciennes, bien sûr. Hein. Alors, ça ne veut pas dire on les garde dans l'état, on les adapte à son terroir. Pour donner un exemple, une variété de blé, en 4 ans,
cette variété va être parfaitement adaptée à votre territoire et va permettre d'être beaucoup plus résistante, d'avoir une productivité beaucoup plus régulière et elle sera extrêmement efficace avec un besoin d'irrigation parfois absolument limité, quoi. Voilà, ensuite la structure, il y a plusieurs types, hein. Il y a les fermes polyculture élevage, c'est-à-dire qu'on va avoir une agriculture, mais associée à un élevage qui va permettre un apport organique sur les zones de culture. Et puis il y a les fermes collectives, à l'image de la ferme de la Tournerie, 90 hectares, 11 producteurs, très diversifiés, hein. Il y a un brasseur, il y a un boulanger paysan, il y a un éleveur laitier, il y a un fromager, il y a une personne qui est chargée de la commercialisation de tous les produits. Voilà, et là le résultat il est juste magnifique, avec des salaires qui sont tout à fait décents, en tenant compte en plus des apports de la ferme. C'est où la tournerie? Alors la Tournerie, c'est à Coussac-Bonneval. C'est du côté de Saint-Thierry-la-Perche. C'est en Bourgogne? Non, c'est Haute-Vienne. Ah oui. Ouais. Voilà, donc cette production, elle dépend de l'état des sols, on l'a vu, hein, contraintes météorologiques. Et l'autonomie, existe une production semencière indépendante et des semences reproductibles, surtout, pas d'hybrides. Hein, et donc là, c'est quelque chose qui va fonctionner. Alors cette notion de souveraineté alimentaire, eh bien, elle est relativement politique, je dirais. Hein. C'est disposer d'une ressource alimentaire suffisante pour assurer la sécurité de la population. Voilà. Ensuite, il y a le droit des peuples à définir leur propre politique agricole. Bon, aujourd'hui, on en est très loin. Voilà, cette notion-là, elle est importante. L'autonomie alimentaire, c'est produire sur le territoire une alimentation suffisante, toujours, hein, et de bonne qualité nutritionnelle. Là aussi, il y a un petit souci. Voilà, elle peut être nationale, elle peut être régionale, territoriale. Généralement, c'est quand même le territorial qui sera le plus efficace, sachant qu'on va le voir, il est nécessaire d'avoir quand même un système de réseau. Elle peut être individuelle, mais cette autonomie individuelle a un défaut, c'est que d'abord, elle est plus risquée au niveau météorologique, et puis d'autre part, toute la population n'a pas capacité à être en autonomie individuelle. À un certain âge, c'est pas forcément très simple de faire son jardin. Le médecin, il n'a pas forcément le temps de faire son jardin, le charpentier non plus, etc. Voilà. Il y a donc nécessité d'avoir un système économique quand même qui soit basé sur une profession et qui soit extrêmement efficace. Voilà. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on a une population en situation de précarité qui est quand même importante. Hein. On est à peu près à 30% aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, et on va le voir dans l'aspect social. Alors en France, quelles sont les solutions officielles, on va dire? Eh bien, il y en a très peu. Et on est aujourd'hui en pleine régression. Alors il y a un plan de résilience agricole et alimentaire. Voilà. Il y a une stratégie internationale, mais qui n'est pas vraiment... qui est de l'ordre de la théorie, je dirais, hein. Et puis on arrive quand même à un plan alimentaire territorial qui est suggéré, mais qui n'a rien d'obligatoire, hein, et que personne ne prend en compte. Je crois qu'on est à avoir à peu près une cinquantaine de communes en France aujourd'hui qui ont fait leur propre plan alimentaire territorial. Voilà. Ce que l'on peut dire aussi au niveau alimentaire, c'est que les stocks, en termes de sécurité, sont inexistants. Hein. En gros, on a à peu près 3 jours de sécurité. Voilà, c'est une marge de manœuvre quand même qui est extrêmement faible. Donc la solution, elle peut venir d'où? Elle peut venir tout simplement de la base. Elle peut venir des petits territoires sur lesquels on peut agir de façon beaucoup plus efficace.
Voilà, donc la solution, elle peut être institutionnelle, c'est-à-dire que bien, la communauté de communes ou même la commune peut agir. Il y a cette notion de régie agricole. Hein. Il y a des villes qui ont mis ça en place. Il y a Angoulême qui travaille sur ce projet-là. Il y a Moinsartou qui a mis en place réellement une régie agricole de 120 hectares, je crois, pour 5000 habitants, hein, et qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc il y a toutes ces solutions qui existent. Alors il y a aussi cette approche, bon c'est bien beau de produire sur nos terres rurales, mais il faut aussi nourrir la ville. Hein. Donc il y a ce partenariat ville-campagne qui est important. Des productions à prévoir en milieu rural pour la ville. Pour ce qui me concerne, on parle beaucoup aujourd'hui d'agriculture urbaine. Bien, cette agriculture urbaine, les sols, on les prend où? On les prend en milieu rural. Déjà, on les monte sur les toits. Est-ce qu'un sol va pouvoir fonctionner sur un toit de ville? J'ai un doute. Voilà. La deuxième chose qui est beaucoup plus importante, c'est qu'en ville, il y a un système de pollution qui est là, qui existe. Et il est fortement déconseillé aujourd'hui de consommer des légumes racines en ville. À la rigueur les feuilles, mais pas plus. Donc le risque, il n'est pas négligeable au niveau sanitaire non plus. Hein. Donc soyons, je dirais pas raisonnables, mais efficaces, et regardons un peu quels sont ces rapports ville-campagne qui sont possibles. Voilà, ensuite, cette autonomie territoriale, elle est importante, mais dans un réseau, je dirais multiterritorial, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'Émoutier, Émoutier devrait travailler avec quelques communes alentours, de façon à ce que si on arrive sur un territoire comme celui-là, par exemple, et que le lendemain, on arrive à ça, on mange quoi ? Voilà, donc là, il y a une possibilité, à partir du moment où il y a ce réseau qui est en place, eh bien, s'il y a une catastrophe de ce type sur un territoire, eh bien, l'autre territoire doit pouvoir compenser le manque sur ce territoire-là. Hein? Bon, ça s'est passé en quelques minutes. Hein? Voilà, ensuite, il y a cette notion de commercialisation des aliments. En vente directe, oui, pourquoi pas. Vente de produits collectés, alors c'est-à-dire que c'est une expérience qui a eu lieu en Haute-Vienne, entre autres, mais qui existe ailleurs. Il y a un site internet, vous faites votre commande et la personne va chercher dans les différentes fermes les différents aliments demandés. Et puis, tel jour, pendant la semaine, il y a distribution, soit sur place, soit à domicile. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, ensuite il y a la notion de circuit court, hein, avec les épiceries, etc. Les épiceries associatives peuvent aussi entrer dans la danse et agir de façon efficace. Bon, le commerce conventionnel, pourquoi pas? Je pense qu'on ne va pas aller vers quelque chose d'efficace comme ça, brutalement. Hein. Il y a une transition et passer à travers par les grandes surfaces, malheureusement, c'est quelque chose qui peut progressivement apporter une évolution, permettre une évolution. Alors au niveau de la transformation des aliments, c'est le moins de transformation possible, tout simplement. Hein. Faites votre cuisine, voilà. Les pizzas dans les boîtes automatiques, les boîtes de conserve, etc. Bon, oui, mais il y a pas mal de choses dedans. Hein. Il y a des légumes, mais pas que. Voilà, donc il y a tout un travail à faire là sur ce sujet-là. Et puis les transformations de base, hein, bien sûr, on peut penser au fromage, on peut penser à des confitures, etc. Il y a tout un tas de démarches possibles et qui peuvent être faites à l'échelle du territoire aussi. Hein. Voilà. Et il y a aussi une évolution du comportement alimentaire à travailler. Hein. Dans nos systèmes à nous, locaux, on arrive encore à des alimentations relativement saines.
Si l'on prend le système urbain, c'est tout à fait différent, hein. Donc là, il y a un travail pour recréer un rythme, tout simplement, basé sur le cycle des saisons, des productions. Voilà, il faut arriver à réduire ces fameux plats préparés, hein. Voilà, c'est pas toujours ça. Il y a là un très gros travail de pédagogie à faire et qui doit être intégré dans la démarche territoriale. Alors au niveau des solidarités, il y a cette notion de solidarité territoriale, rural-urbain, hein, on vient d'en parler, mais rural-rural aussi, en cas de problème météo. Voilà, dans la production du territoire, eh bien, il y a une part de la production qui doit être prévue pour alimenter le système urbain. Hein, si on produit par exemple, je sais pas, une certaine production d'œufs, eh bien, il y a la production pour le territoire et la production pour le système urbain. Voilà, donc ces fameux réseaux permettent de prendre en compte cette problématique météorologique, hein, cette sécurité météorologique, on peut dire. Voilà. Et puis il y a cette notion donc de solidarité collective à l'échelle des sociétés envers l'individu. Alors là, il y a plusieurs exemples qui existent. Dans la Drôme, du côté de Dieulefit, c'est une variabilité des prix, c'est-à-dire que l'agriculteur, le maraîcher, propose un prix et en fonction des capacités du client, ce prix va varier, plus haut ou plus bas. Ce qui fait que, eh bien, finalement, tout le monde a accès à cette nourriture. Alors ça, c'est basé sur la confiance. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours efficace. Voilà. Et puis il y a cette notion de solidarité collective, où là, avec la notion de sécurité sociale alimentaire, il y a un certain nombre de caisses locales qui se sont mises en place. Il y en a une à Marseille en particulier, et puis il y en a d'autres, hein. Et ces caisses locales, eh bien, il y a une cotisation volontaire qui va servir à fournir aux plus nécessiteux un budget de 150 € à peu près, de façon à plus 75 € par personne supplémentaire, et donc qui va permettre à ces personnes de pouvoir s'alimenter correctement. Voilà, il y a aussi le contexte social des producteurs qu'il faut prendre en compte. On en a parlé la dernière fois. 20% des agriculteurs ont un revenu négatif quand même, ou nul. Donc là, il y a un souci. Le taux horaire, il est inférieur de 60 à 70% du SMIC. 55 heures par semaine, minimum. 55% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 ans qui viennent. On fait quoi là ? Il y a une réalité qui est bien présente et sur laquelle il va falloir trouver des solutions. Et puis il y a surtout cette notion d'asservissement, hein, des producteurs par les emprunts. Et ça, c'est quand même quelque chose de déterminant aussi. C'est-à-dire que leur marge de manœuvre aujourd'hui, elle est quasiment inexistante. Voilà, alors ces 50% d'agriculteurs qui partent à la retraite, il y a deux solutions. Soit on met en place, on installe de jeunes agriculteurs, on n'en voit pas beaucoup. Par contre, l'objectif plus politique, je dirais, c'est plutôt d'aller vers une industrialisation de l'agriculture sur des grandes surfaces et finalement que les gros deviennent encore plus gros. Voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne solution dans l'intérêt des consommateurs, hein, de la qualité alimentaire tout simplement. Il y a des choses là-dessus pour lesquelles il faut réagir et il faut réfléchir. Voilà, alors au niveau des structures agissantes, on a les municipalités, on a les communautés de communes. Je pense que c'est là où on peut être efficace. Il y a les structures professionnelles. On est généralement dans des structures qui sont plutôt orientées vers de l'agriculture, on va dire moderne, hein. Voilà, les structures institutionnelles,
Là, il y a des choses à creuser au niveau de l'Adréar, de Terre de Liens, d'Impact, Agrobio, MAB, etc. Là, il y a toute une série de structures qui peuvent venir en soutien, à condition qu'on ait sur le territoire une prise en charge des réalités, hein, la mise en place éventuellement d'un collectif citoyen. Et ce collectif citoyen, il peut agir sur le conseil municipal, il peut agir sur la Comcom, et là, on peut être efficace. Mais si on n'a pas ça, ben on va rester comme aujourd'hui. Tout simplement. Alors, comment ça peut marcher? C'est tout d'abord un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle du territoire? Comment on peut évaluer tout ça? C'est pas forcément sorcier, on n'est pas obligatoirement expert, et c'est tout à fait réalisable si on est motivé. Par contre, il faut engager tout de suite un dialogue. Aujourd'hui, on a les agriculteurs d'un côté, on a la population de l'autre. Ça, c'est pas fonctionnel. On a les forestiers aussi qui sont encore ailleurs, hein. Là, il y a nécessité de faire rencontrer tout le monde, tout simplement. Et ça peut être le rôle de ce collectif, avec le soutien de la municipalité éventuellement. Voilà. Ensuite, il y a les informations à faire passer, aussi bien du côté professionnel que du côté consommateur, du côté citoyen. Il y a une transmission des connaissances. Il faut savoir, par exemple, aujourd'hui, un agriculteur, il n'a pas le temps d'aller sur Internet chercher toutes les nouvelles publications de l'INRA qui sont sorties, hein. Et là, il y a un déficit. Il y a un déficit de connaissances en termes d'adaptation des techniques aux conditions actuelles, tout simplement. Donc, dans les périodes les plus creuses, eh bien, la mise en place d'ateliers thématiques peut être tout à fait intéressant sur des sujets bien précis, hein. Les conférences, ben oui, ça peut fonctionner aussi, à condition d'arriver à faire venir tout le monde. Là aussi, c'est compliqué, et c'est pour ça que ce collectif, il a son rôle à jouer. Voilà, la création de documents, hein, également, à partir du moment où on stocke de l'information, on stocke les nouvelles connaissances, il y a possibilité de faire de la pédagogie par le papier, tout simplement. Voilà, et puis ensuite, il faut agir aussi à l'échelle concrète, hein. Donc au minimum, mettre en place quelques expérimentations démonstratives, mais surtout, créer du lien entre justement ces producteurs et cette population, et l'ensemble citoyen. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Si on n'arrive pas à ça, on ne sera pas vraiment efficace. On va mettre en place quelques petits exemples, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. La réconciliation nature-agriculture, également, hein, on l'a vu, sans forêt, on n'a pas d'eau, sans sol vivant, on a une production alimentaire qui est déficiente. Voilà, il y a donc là tout un travail à faire aussi sur la notion de nature partenaire aussi, hein. À partir du moment où on a un système bocager, je peux vous dire que les problèmes sanitaires descendent de façon importante. Voilà. Donc, oui, à chacun sa part, hein, tout simplement. La municipalité, ça peut être l'acquisition de terres maraîchères, les régies agricoles, peuvent aussi jouer pour stimuler l'installation, permettre le déblocage de certaines terres au moment de leur libération, favoriser l'implantation des activités de transformation également. Et puis le collectif citoyen, il a cette capacité d'organiser, de dynamiser, de créer ce lien, hein, entre population et producteurs. Voilà, il y a une veille d'information, de recherche, de connaissances, hein, qui est à mettre en place. C'est toujours le rôle du collectif. Et puis une transmission auprès des producteurs, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà, les actes de travail, de réflexion, de création d'ateliers, ils sont tout à fait divers, hein. Il y a l'évaluation de l'état initial qui est à faire, ça c'est peut-être le
le moins facile, mais c'est réalisable malgré tout. Hein. Il y a la notion de restauration forestière, il y a le réseau de bocage, il y a le groupe eau, il y a l'action sur les sols, les cultures maraîchères, etc. On a toute une série de thématiques en fonction des spécificités locales qui peuvent apporter beaucoup. Voilà. Et au niveau de la mise en œuvre, eh bien, c'est de l'action de restauration forestière. Là, il faut aller voir les propriétaires. Il faut créer des groupements forestiers citoyens, on en connaît. Hein. Voilà, et à partir de là, on peut avancer. La plantation de haies aussi, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, l'agriculture sur sol vivant, ce sont des techniques qui se développent de plus en plus. Il y a en particulier dans la Nièvre, là, je dois rencontrer un groupement d'intérêt économique qui est orienté à fond sur cette notion de sol vivant. Il y a une 50aine d'agriculteurs, hein, principalement des céréaliers, et qui commencent vraiment à s'engager sur cette voie-là. Donc il y a des exemples tout à fait intéressants. Voilà. Et puis l'évolution vers une agriculture nourricière, elle peut être que progressive. Il ne faut pas rêver non plus. Hein, on ne va pas mettre les choses en place du jour au lendemain. Les agriculteurs actuels n'ont pas capacité à se transformer très rapidement. Donc voilà, il y a toute cette approche. Voilà, et puis il y a une sensibilité qu'il faut recréer, qui est tout à fait importante. Je vous laisse lire. C'est pour avoir vécu avec des bushman, cette sensibilité-là, elle est réelle, elle existe. Et c'est un peu ce qu'on a perdu, ce qui nous manque aujourd'hui. Et à partir du moment où on retrouve cette relation avec le vivant, tout simplement, eh bien, on voit les choses d'une autre façon et on avance beaucoup plus vite vers cette notion de résilience. Voilà, donc ce pauvre explorateur a fait les frais de la tristesse de ces braves bushman. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. C'est écrit par qui alors ça? C'est l'explorateur lui-même qui l'avait écrit. C'est beau, hein, ce serait. Comment? C'est beau ce texte. C'est beau, hein. C'est beau, mais c'est important, c'est ce qu'il faut en retenir, oui. C'est il faut retrouver ça en nous aussi. Et à partir du moment où on est entré dans cette démarche-là, eh bien les choses sont beaucoup plus faciles. Cette relation avec l'autre, mais cette relation aussi avec la nature, avec le vivant, est tout à fait différente. Voilà. Eh bien, je vous remercie tout simplement. Alors, on va passer à quelques questions rapides, et puis ensuite, on va mettre en place des petits groupes. Combien? 3 je te laisse gérer, hein, Richard. Et puis, avec 3 questions sur lesquelles vous allez pouvoir vous confronter. Hein. Et puis après, on fait une petite restitution, éventuellement. Oui? Moi, je vous remercie pour votre synthèse, parce que, pour moi, elle coche toutes les cases, ça me fait très plaisir. Vous parlez de beaucoup de résilience, mais vous n'avez pas parlé de la question de la robustesse. De la robustesse de quoi? Parce que, en fait, la résilience, c'est quand on est tombé, on se relève, on a cette capacité à se relever, tandis que la robustesse, on a cette capacité à ne pas tomber. Oui, sauf que là, on est en train de tomber. Ben oui. Voilà, alors, la résilience, c'est quand on est tombé, oui, mais c'est aussi pour éviter de tomber. C'est-à-dire qu'on peut anticiper les choses. Et moi, quand je parle de résilience, c'est surtout ça. C'est comment éviter de tomber au fond du trou, oui, tout simplement. On peut agir, on peut agir de façon extrêmement efficace maintenant, et ça sera d'autant plus facile. Plus on va attendre, et plus ce sera dur. Voilà. Moi, je voulais d'abord te remercier pour les superbes photos, car c'est toutes des photos que tu as prises. Oui. Et donc
c'est pas des photos, je dirais. C'est pas pompé. Fait par toi ou autre, donc parce que tu es photographe professionnel au demeurant, en plus d'être un petit peu auprès des peuples premiers que tu as rencontrés à travers le monde. Moi, c'était au niveau alimentaire. Pendant le Covid, tu me dis qu'on avait frôlé effectivement la rupture La rupture alimentaire. Ouais. On sait que sur Paris, grâce à Rungis, qui est une plateforme unique en Europe et qui est un centre névralgique pour l'alimentation de cette partie de l'Europe, et que Paris effectivement a une autonomie de quelques jours si jamais Rungis n'était plus alimenté. Donc ça veut dire que la fragilité, on ne l'aperçoit pas, parce que quand on va elle est cachée. Courses, elle est cachée. Elle n'est pas perceptible. Elle l'a été à un moment donné pendant le Covid. C'était oui. Une période un peu particulière où il n'y avait pas que le papier toilette qui avait disparu des rayons, mais là on a un petit peu touché à ce moment-là. Donc ça pouvait être une prise de conscience de dire bon voilà, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça se reproduit ou c'est encore plus grave. Et donc donc la résilience du territoire, c'est de fait ce que tu expliques, c'est de trouver, d'essayer d'imaginer des solutions. Donc voilà, qu'est-ce que tu... ma question, c'est un petit peu quels seraient les aliments les plus utiles en fait pour préserver cette autonomie alimentaire, parce qu'on peut se passer de pas mal d'aliments, mais... Oui, alors, il y a ces aliments les aliments de base, je dirais. Hein. Bon, on peut parler du blé, pourquoi pas, à condition que ce soit du vrai, du bon, hein, c'est-à-dire des variétés anciennes. En fait, le problème d'intolérance au gluten est directement lié aux variétés modernes. Il n'est pas lié aux variétés anciennes. Hein. Bon, mais ça, je l'ai déjà évoqué dans les autres conférences. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a ces variétés, ces productions de base. Ça peut être très bien blé, pommes de terre, pois, haricots, des choses comme ça, tout simplement. Mais il ne faut pas négliger non plus un certain nombre de produits qui pourraient apparaître comme des produits de luxe. Hein. Ça peut être le vin, ça peut être j'ai parlé du safran la dernière fois. Le rôle du safran au niveau médicinal est colossal. Il ne faut pas négliger ces aspects également de médecine douce, je dirais, mais néanmoins très efficaces. Hein. L'exemple du safran, l'association France Alzheimer, aujourd'hui travaille sur ce safran de façon extrêmement efficace. Il y a des expériences qui ont été faites sur Alzheimer et sur Parkinson avec des guérisons réelles uniquement à travers la prise du safran. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc il y a des productions, je dirais, vitales à court terme, mais ne perdons pas de vue non plus l'ensemble de cet équilibre nutritionnel qui est nécessaire et qu'il faut produire aussi. Voilà. Donc, je dirais les produits d'urgence, oui, bah, c'est toute une série de légumes traditionnels. Hein. On peut y introduire également des cultures nouvelles liées à ce phénomène de changement climatique. On peut imaginer sorgho, par exemple. Hein. Et ça, c'est vraiment... Pour avoir vécu sur les zones de production naturelle du sorgho, il y a des farines de sorgho, on en mange tous les jours. C'est la base alimentaire de certains peuples africains, tout simplement. Hein. Et aujourd'hui, ces productions-là, elles peuvent être extrêmement efficaces ici. Le millet était produit avant Napoléon III sur les terres des Landes. Voilà, c'était un aliment de base. Aujourd'hui, ce millet, il est parfaitement adapté aux situations climatiques nouvelles. Donc voilà, il y a un panachage à faire, un panachage, je dirais, intelligent, hein, qui va faire qu'on va pouvoir être efficace en termes de résilience et de sécurité alimentaire. Voilà. Le safran, ça s'utilise en pharmacie déjà ? Non. Alors, la démarche est tout à fait différente. Hein. Là, on va plutôt chercher la molécule et la produire de façon industrielle. Mais il faut savoir, par exemple, 2 pistils de safran par jour dans votre thé, par exemple,
pendant 3 semaines, vous rétablit des pertes de mémoire sans aucun problème. Voilà. Oui. C'est pas grand-chose. L'action curative, je crois que c'est une dizaine de pistils par jour. Alors ça représente quand même 17 euros par jour. Hein. J'en ai cultivé, moi, il y a 3 ans de ça, j'ai arrêté les râteaux-pieds. Ben oui, oui, mais vous avez un producteur, à Roussines qui produit très bien. Hein. Ouais. Je me faisais tout ronger. Ouais, la seule solution, c'est des caissons, Ouais. du grillage fin dessous, et puis les bulbes dedans. Sinon, ouais. À la place du désastre. Voilà. D'autres questions? Il les mange moins. Tu as connaissance de collectifs citoyens tels que celui dont tu parles Comment? Est-ce que tu as connaissance de collectifs citoyens? Non, pour l'instant, non. Je rêve d'en créer un, Bah allez. mais il faut en trouver un. Allez. Il faut trouver des moteurs. Voilà. Du monde, là. Ah oui? Je voulais aussi rappeler, tu as évoqué à un moment donné des organismes institutionnels comme Terre de Liens, et de fait qui ont cette démarche de récolter des fonds pour acheter des fermes qui sont cédées par des propriétaires qui passent à la retraite. Et donc, en fait, on peut soutenir Terre de Liens avec une cotisation annuelle, et ces fonds-là, au niveau national, permettent en fait la réinstallation ou la réouverture un petit peu de fermes, et c'est vrai très intéressant, et de fait ils n'en récupèrent qu'une infime partie par rapport à ce qui Ben, c'est ça, le problème c'est que la capacité de financement de Terre de Liens n'est pas démesurée, hein, et malheureusement ça devrait être quelque chose qui devrait être pris en charge par le système, par l'État, tout simplement, hein. Mais on en est très loin. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Mais c'est efficace. Hein. Voilà, au niveau forestier, les collectifs, les groupements forestiers citoyens, il faudrait que ça explose tout ça. Et là, on pourrait mettre en place des choses réellement efficaces. Et Terre de Liens, ils peuvent aider un petit maraîcher qui commence, qui est tout jeune. Oui, tout à fait. Mon cousin, par exemple, qui a 30 ans, qui se lance tout seul. Mais Terre de Liens, oui, Terre de Liens, bien sûr, met en place régulièrement des jeunes à l'installation sur leur terre. Hein. C'est pour ça, ils achètent des fermes pour ça. C'est pour trouver du foncier essentiellement, je crois. Oui, C'est essentiellement pour trouver du foncier. Ah, Oui. Pour le préserver. Et après, il y a d'autres opérateurs qui peuvent aider pour la suite. Voilà, tout à fait. Hein. Oui, il a déjà ses terres. Possible, Oui, il y a déjà ces terres. Oui. Il y a déjà la ces DR terres. qui est. Oui, Mais bon, il n'y a pas beaucoup de sous pour les machines, pour rien. Ah, bah, Bah, ça, c'est pas plus mal. Hein. Après, ça se finance. C'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est vraiment les bâtiments et les terrains. Et Je Terre pense. de Liens a plus assez de sous pour financer des bâtiments ici. Ils financent plus que du foncier. Qui sont vraiment. Ça veut dire mettre quelqu'un, si ce quelqu'un lance tout et qu'il peut pas se payer un loyer parce qu'il a besoin de la maison pas loin, bon, bah, il dort dans sa voiture ou dans une caravane. Non, il peut pas dormir dans une caravane. Si, il peut. L'habitat léger a été autorisé sur les terrains. Ah oui. Donc, Ah, c'est chouette. là, je suis en juin dernier. C'est d'accord. Même pour les cotisants solidaires. J'ai une bonne nouvelle. Oui. terrain agricole. Vous avez parlé des forêts. J'ai parlé de... Des forêts, et il faut qu'elles se... J'ai pas bien compris. Il faut Alors, qu'elles se pour poursuivent. qu'une forêt... Il ne faut pas que ça s'arrête, c'est ça? Alors, pour qu'une forêt soit efficace, il faut qu'il y ait une surface minimum, déjà. À l'échelle d'un territoire, on parle d'à peu près de 30% de la surface d'une commune, par exemple, qui doit être boisée, déjà. Mais ce boisement, il ne suffit pas de dire c'est de la forêt. Si c'est de la plantation, on n'est pas dans un système de forêt fonctionnelle. Pour avoir cette forêt fonctionnelle, il faut avoir une diversité, il faut avoir une architecture et un recouvrement. Hein. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Si on a des forêts, des boisements en mosaïque, on n'aura pas du tout la même efficacité que si on a un massif forestier. Voilà. Donc il y a un travail à faire là-dessus aussi, à veiller à ce que tous ces petits
ces petits boisements qui existent, hein, parfois, qui font 2-3 hectares, eh bien, il faut les relier les uns avec les autres. Ah, c'est ça. Voilà. Et parce que mon compagnon me disait que c'était aussi pour la circulation des animaux. Alors oui, ça joue aussi, bien sûr, hein, mais c'est une dynamique, c'est tout un équilibre, bien sûr. Hein. Voilà. Et travailler beaucoup sur la régénération naturelle. Si vous avez un semis naturel, vous allez voir des centaines de chênes, des centaines et des centaines. Quand le chevreuil y passe, le chevreuil ne se met pas à un coin et il ne fait pas la coupe rase. Hein. Il prend un bourgeon par-ci, il prend un bourgeon par-là et il en prend un autre ailleurs. Voilà, il restera toujours la densité suffisante pour qu'il y ait régénération efficace. Voilà. Si vous avez une plantation avec un petit arbre tous les 50 cm, eh bien là, le chevreuil, il va prendre la ligne, hein, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est naturel, c'est normal. On ferait la même chose. Nous, on a un petit bois qui fait 2 hectares, où il y a toutes sortes d'essences, mais il y a de plus en plus de lauriers. Ah ben oui, mais ça c'est le problème des invasifs, oui. Et ça prend beaucoup de place, parce Ouais. qu'après la tempête de 99, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Ouais. Après, il y en a encore une autre, en fait. Et du coup, les lauriers, ils ont Oui. pris énormément de place. Il faut les raser, Oui. c'est ça. Ouais. Ils vont repousser. Ah ben oui. Il y a des élandes. Il faut couper jusqu'à épuisement. Les élandes, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est de la catastrophe aussi. C'est la même chose que le laurier, que l'acacia, que... Les élandes. Les lentes, c'est une espèce japonaise qui, ça ressemble à... Vous connaissez le sumac de Virginie? C'est à peu près la même peste, hein, et il a une feuille assez proche. Ça pousse à toute allure. Ah oui, ça va très vite, hein. Toute allure. Ça va très vite. Mais c'est un très mauvais bois, quasiment inutilisable. Et Ça prend toute la place par rapport voilà. aux autres. Ouais. Ça empêche les autres arbres de pousser. Ouais. C'est le problème des invasifs, ça. Voilà. D'autres questions? Bon, Richard? Oui? Est-ce que vous avez entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation Oui. menée par, entre autres, l'atelier paysan? Je ne crois pas qu'en Dordogne, l'atelier paysan soit là. Est-ce qu'il y a des zones où ça a été mis en place peut-être localement ou... Je sais qu'il y a des expériences dans la Drôme, principalement. Hein. Je crois que dans la région de Rennes également, il me semble qu'il y a quelque chose qui se fait. À Marseille, ça c'est sûr. Dans les quartiers nord de Marseille, oui. Voilà, donc il y a... Oui, mais c'est encore... c'est un balbutiement, hein, c'est vraiment... C'est des prémices, mais à un moment, il faudrait peut-être aller par là pour investir plus de personnes à aller dans le métier d'agriculture. On ne peut pas se permettre de dire allez-y, par contre, on vous met 300 000 à 1 million d'euros sur la tête et il faut être productif dès la deuxième année. S'il n'y a pas de, on va dire, un commerce un peu plus verrouillé, au moins Bien sûr, c'est pour ça que la démarche doit être collective. Il y a toute la structure à mettre en place. Hein. Après, on n'est pas non plus obligé de se mettre 1 million d'euros sur le dos. Hein. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Un apiculteur, il a démarré avec 12 ruches. Aujourd'hui, il en a 400 en bio. Il a fait ça tout seul. Il n'a pas pris un seul centime d'emprunt. Voilà. Bon, un maraîcher, il peut faire la même chose. Hein. C'est du boulot, je sais, mais c'est possible. Voilà. Après, il peut y avoir aussi des engagements citoyens. C'est tout à fait dans la limite d'un budget relativement faible, je suis d'accord, mais c'est quand même quelque chose de possible. Parce qu'il n'y a pas de structure. Les AMAP, les AMAP également, c'est quelque chose. Alors,
qu'on avait imaginé, comme je le disais au début, là, c'est pas très longtemps, mais on vous propose éventuellement de vous mettre en 2 groupes, du nombre ce soir. Vous êtes déjà un petit peu répartis, on peut tourner éventuellement une chaise ou 2, et d'échanger rapidement sur 3 questions. La première, c'est au regard des 3 conférences, ou d'une seule, si vous avez assisté qu'à une seule, qu'est-ce qui, si vous aviez une chose qui vous a marqué le plus, ou vous avez appris, que vous ne pensiez pas effectivement que c'était possible, de la partager à l'intérieur du groupe. Deuxième question, donc là, après un temps de relecture, c'est un peu sur une impulsion d'envoi. C'est-à-dire que si je devais changer une chose après avoir entendu 1 ou 3 conférences de Jacques, qu'est-ce que concrètement, simplement, qu'est-ce que j'ai envie éventuellement de changer ou de mettre en place, quelque chose. Voilà. Et cette deuxième question, peut-être en lien aussi avec sur le territoire, car la thématique principale de ces 3 conférences, c'est une résilience des territoires. Et donc c'est un peu, ça a été suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette création de liens, je dirais qu'on peut mettre ou qui existe déjà un peu sur le territoire, qu'est-ce qui, à partir de ce qu'on a appris grâce à ces 3 conférences, dans quelle direction on pourrait aller, voilà, pour appliquer un petit peu les orientations qu'on a pu entendre, que ce soit sur l'eau et les forêts, sur le sol ou sur l'alimentation ce soir. Voilà. Donc, je vous propose simplement voilà, de se mettre un petit peu ensemble, d'échanger rapidement dans le tour de table, si je puis dire, par rapport à ça, et ce qui permettrait un petit peu de partager cela. Et après, bon, voilà. On se donne voilà, quelques, on va dire, 20 minutes pour échanger là-dessus. Et puis, donc, si on peut, en quelques mots, je dirais, est-ce que dans chaque groupe, il y aurait éventuellement une personne qui serait à même de résumer, de synthétiser un petit peu justement les réponses à ces 3 questions? Est-ce que, je dirais, est-ce que quelqu'un peut se lancer? Oui. Là, on peut toucher à tout, on a un peu effleuré tout. On a un peu effleuré, mais en même temps, c'était très intéressant. Chacun a apporté un petit peu son expérience aussi. Et alors, je vais commencer, comme ça va peut-être permettre à l'autre groupe aussi d'embrayer. C'est vrai que dans notre groupe, les personnes qui sont venues écouter Jacques étaient déjà sensibles et avaient déjà des connaissances un peu sur un certain nombre de domaines. Donc c'était plus un peu être conforté, un peu, ça peut être aussi des piqûres de rappel, ça peut être aussi des liens justement recréés, en tout cas de repartir plus, on va dire motivé, regonflé pour certaines choses. Alors, rebooster. Mais par contre, l'échange qu'il y a, c'est aussi, parce que tu insistais beaucoup au niveau de la complémentarité des choses entre le sol, l'air, l'eau, la forêt, les arbres, etc. Donc il a été question à un moment donné aussi d'expérience, justement d'amener de la biodiversité sur un jardin, que ce soit avec la création d'un bassin, mais voilà, c'était l'occasion de rappeler un peu de quelques ravages que font certains animaux parce qu'il n'y a pas cette biodiversité. Alors au niveau des haies aussi, ça a été abordé cette nécessité pour maintenir une certaine activité, comme tu l'as signalé, l'importance de haies. A été évoqué dans notre groupe aussi d'expériences du côté de Grenoble, en Isère, de personnes qui sont lancées dans du maraîchage et puis d'essayer de créer une dynamique locale pour valoriser un peu cette production, mais le principe de réalité fait que on ne s'improvise pas un petit peu dans cette direction-là, et que tenir dans le temps, c'est un travail extrêmement dur,
à la merci aussi des changements climatiques ou autres, mais aussi de la technicité, de l'engagement total, et que, ma foi, par rapport un petit peu au nombre de personnes qui s'installent, et au bout de 3-4 ans, combien il en reste. Tu avais évoqué l'expérience sur Angoulême aussi, en Charente. C'est vrai qu'il faut sur quelques années, mais il y en a certains qui n'ont pas pu. Ça bouge quand même. Voilà. Mais voilà un petit peu ce qui a été évoqué. Est-ce que j'étais fidèle à tout ce que j'ai envie de redire aussi, c'est ce qui a été évoqué, c'est que de venir ici, d'écouter et de rencontrer aussi d'autres personnes, c'est d'être un petit peu relié avec des personnes, entre guillemets, qui pensent comme nous. À savoir que on peut se trouver un peu isolé, seul, et se dire zut, je me sens un petit peu perdu, et donc de sentir que d'autres sont un peu dans la même dynamique, la même démarche, eh bien ça réconforte, et c'est pas négligeable. Donc voilà, c'est l'intérêt un petit peu de ces rassemblements. J'ai fini de parler, à vous. Alors, qui est le rapporteur? C'est toi. Ah non, moi. Je vous ai bien écouté, moi. Moi, je me cache derrière la caméra. Moi, ce que je peux dire, c'est que on a déjà évoqué chacun des réactions. On a développé des réactions chacun de notre côté à ce qu'on a ressenti, etc. Par rapport à son expérience, ses questions, etc. Donc on n'a pas trop répondu aux questions, mais on est entré dans un dialogue très intéressant et aussi complémentaire à ce qui avait été dit. Okay. Alors, ce que je pourrais juste citer, on était 2-3 sur les premières questions, c'était la dépendance, l'autonomie alimentaire qui est extrêmement réduite. La fréquentation des supermarchés à plus de 85%, et peut-être au-delà de ce que tu nous disais, 3% pour les marchés ou pour les producteurs. Donc tout ça, alors on avait plus ou moins intégré certains éléments de tes conférences, moi j'en ai vu d'autres, donc j'ai pas été surpris, ça a affiné les choses, mais c'est sur cet aspect d'autonomie alimentaire où ça me fait tilter le plus. Et on en est revenu à discuter, de dire il y a peut-être un collectif, des collectifs citoyens, militants, enfin citoyens on va dire, une sensibilisation, pas militants, citoyens, c'est pour ça que je corrige, citoyens, mais de gens qui sont sensibilisés au phénomène, et notamment on échangeait entre le travail des producteurs et nous en tant que citoyens consommateurs, où on voudrait avoir des bons produits bio, etc., de saison, etc., et on se rend compte que c'est une difficulté, et on continue d'échanger juste à la fin de ce temps de réflexion sur le fait que les producteurs ont des soucis également, parce que par exemple il y a des fortes demandes sur des produits de saison comme les tomates, etc. On pousse très loin la production, seulement ils ont des terres limitées, donc ils n'arrachent pas les pieds de tomates en temps voulu, donc ils ne peuvent pas enclencher les productions hivernales. Donc là on voit que sur des discussions comme ça, il serait intéressant d'avoir une association, enfin un lien qui fasse entre ce que tu disais dans ta conférence, ce lien entre les producteurs, entre les citoyens qui veulent consommer proprement, le collectif, etc. Donc on en était un peu là. Voilà. Et ce collectif, il doit fonctionner de façon avec des approches techniques. Il ne faut pas entrer justement dans le militantisme, parce que à partir du moment où on est dans le militantisme, on est quand même plus ou moins dans l'affrontement. Et c'est pas ça qui va faire avancer la machine. C'est vraiment le fait d'être dans l'échange, de soutenir, d'apporter des éléments, d'apporter les connaissances. Après, le producteur, il en fait ce qu'il veut, mais il a les outils, il a les données. Et je crois que c'est ça qui est important. Et à partir de ce moment-là, il y a une confiance qui se met en place entre les ce qui deux peut être ensemble. intéressant pour aller dans ton sens, effectivement, le terme militant, c'est pas la bonne approche, c'est partir du besoin de chacun. Parce qu'effectivement, si, dans l'exemple que je donnais, moi je veux consommer des produits, des légumes du jardin de saison, etc., enfin de saison bio, etc.,
j'exprime mon besoin et mon souci de ne pas trouver ce que je veux sur le marché. Effectivement, si on discute avec des producteurs, en gros, on va leur dire ouais, vous êtes des nuls, vous ne savez pas produire. Non, on leur demande on part de leurs problèmes à eux. Voilà, et c'est effectivement sur ces échanges-là, à mon avis, qu'on peut déjà créer ce lien. Et à partir de là, trouver peut-être des solutions. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Le militantisme, il a sa place. Oui, hein, mais en l'occurrence. Mais ça sera plutôt face à Alliance, face à l'agro-industrie, etc. Voilà. Ou à une agriculture industrielle. Là aussi. Quand il y a une logique strictement financière, il n'y a plus de raisonnement intelligent. Hein. Ouais, si, mais il est trébuchant. Voilà. Je vois un peu la définition que tu mets derrière le militantisme, mais je pense que déjà, faire collectif, c'est déjà une forme de militantisme. Dans une situation où on est poussé à l'individualisation, lutter pour, c'est aussi une forme. Je vois que c'est parce que tu mets la définition derrière le militantisme, tu mets lutter contre. Voilà, c'est ça. Mais lutter pour un autre système, c'est aussi. Pour moi, c'est oui, aussi, mais c'est on aussi. est d'accord. Mais l'affichage, il doit être clair. L'affichage, c'est vraiment l'échange, c'est le dialogue, c'est la construction. Ouais. C'est des mots-clés de la médiation. De là aller vers une posture d'échange, de dialogue, de co-création, de co-construction, c'est les mots de la médiation. D'accord. Enfin, entre autres. Oui, oui. Donc, c'est pas tout à fait la même posture que la posture militante. Voilà, c'est ça. On peut être à la fois militant et médiateur. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, lorsqu'on a l'image du militant, l'autre, si on porte l'autre message, il passera beaucoup moins facilement. Mais on ne peut pas le faire en même temps. On peut pas. À un moment donné, il faut choisir sa casquette. Il faut bien dissocier les choses. Mais après, dans la préservation des forêts, par exemple, il y a eu deux courants, mais qui s'alimentent l'un l'autre. Hein. Il y a les réseaux type Réseau pour les alternatives forestières qui vont développer des alternatives. Voilà. Et il y a Canopé qui est dans le lobbying pour faire changer les lois et qui va un peu plus fort. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, tout à fait. Mais les deux se sont... ça a créé deux organisations... C'est important. Si on prend l'exemple de la LPO, par exemple, où tout est rassemblé, le juridique, le militant, le scientifique, etc., ben ça ne fonctionne plus. C'est un gros bazar. Et l'image qu'on retient, enfin que retiennent les opposants, on va dire, eh bien c'est ça. C'est une inefficacité et c'est un manque de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Le dialogue, il est devant le juge. Ça ne fonctionne pas, ça. Alors si on est vraiment dans une approche constructive, sur des bases techniques, on peut faire basculer plein de choses. Si on fait une démonstration économique que la coupe rase est une aberration, certains alliances ne changeront pas, mais certains producteurs, oui, certains propriétaires changeront. L'approche qu'on peut avoir également, par rapport à ce que tu cites, c'est que beaucoup de forestiers, comme des producteurs, que ce soit de céréales ou tout ce qu'on veut, ils sont prisonniers aussi d'un système, donc ils en souffrent. Donc si on part de cette situation de difficulté, souffrance, de crédit, où les mecs ils sont complètement pris à la gorge, etc., le débat il peut s'amorcer peut-être plus facilement. Oui, donc, ce que tu dis, c'est pas une critique frontale, c'est vos problèmes, vos besoins, nous, nos problèmes, nos besoins. Voilà. C'est peut-être plus facile de raccorder les deux. Tout à fait. Oui, mais qui va faire cette démarche au niveau du système? Parce que là, on parle toujours même quand tu parlais de militantisme, on parle toujours d'individu à individu. Je pense qu'il faut qu'il y ait des collectifs qui se créent. Enfin, à mon avis, comme ça. Mais la prise de conscience, elle commence déjà à être faite. Enfin, après, je généralise peut-être pas très bien. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec plein de milieux différents, y compris ceux qui sont hors de mon cercle d'amis. Où c'est plutôt des idées totalement opposées aux miennes. À partir du moment où j'utilise certains termes, je sais qu'il y a une écoute, le regard part dans le vide et je reste là parce que c'est toi, mais sinon ça marche plus. Alors que si c'est quelque chose qui vient d'un système un peu plus grand, comme pour ce qu'on avait fait pour arrêter la cigarette, voilà, il y avait, tout le monde savait à peu près que
que c'était mauvais, même s'il y avait des études, je ne sais plus comment elles s'appellent, les fausses études pour dire que ce n'était pas le cas. Quand l'arrêté est arrivé, tout le monde s'est arrêté. Il faut que ce soit la même chose portée à un niveau au-dessus, parce que là, on a la partie individuelle en fait. Oui, mais il faut que ce soit les mairies qui remontent les choses. Pour ces problématiques-là, c'est que le système politique, il n'est pas prêt à ça. Il ne va pas dans ce sens. La loi du plomb est là, hein, c'est clair. Voilà. Et on ne peut pas attendre que le système politique change. C'est pas demain, je crois, malheureusement. Et donc, on a une possibilité, c'est de faire remonter les choses par la base. Et ça peut être extrêmement efficace. Voilà. Bon. Il y a quelque chose. Bien. Merci Jacques. Je vais vous dire parce que...